Au sommaire de ces journées de l'économie, plus d'1 milliard de dollars américains ont été injectés en République démocratique du Congo, dont 856 millions de dollars américains au titre d'impôts, taxes et redevances. Voilà ce qu'indique le dernier rapport de l'année fiscale 2021 publié par la société minière Glencore RDC. Et au Malawi, le gouvernement a résolu de faire de l'inclusion financière sa priorité, et c'est pour remédier au faible taux de bancarisation dans le pays. Mesdames et messieurs, voilà le principal titre de ce journal de l'économie, et merci d'avoir choisi Géopolis TV pour vous informer. La République démocratique du Congo maintient le cap de la croissance économique projetée à 6,2% selon le Fonds monétaire international, mais le défi de la diversification de son économie et de son développement reste intact. Contacté par votre rédaction de Géopolis, le professeur Nico Meonga parle de priorités qu'il faut privilégier pour atteindre la transformation de l'économie du pays. Suivez le commentaire de Fiston Oleko. La République démocratique du Congo réalise des performances économiques importantes, à en croire les chiffres de l'exercice budgétaire 2022. Une évidence, c'est qu'elles sont essentiellement en fonction du secteur minier, alors que le pays produit ce qu'il ne consomme pas et consomme ce qu'il n'aura pas produit, donc la dépendance économique, d'où la nécessité de la quête de son indépendance. Les experts en économie de développement sachent ceci et disent ceci. Il faut envoyer les gros des moyens vers là où il y a un grand nombre de la population. Ici, toutes les statistiques indiquent que 70% de la population vit au milieu rural. Mais regardez comment nous, avec notre budget, les gros des moyens restent ici à Kin. Et ces moyens-là, ils restent pour faire quoi? C'est pour les dépenses de consommation. Il est aussi impérieux pour l'économie de la RDC de quitter du secteur primaire de son développement vers celui des transformations et penser au secteur de services. On a besoin seulement de l'énergie, l'eau et l'électricité. Et puis les routes, que moi je qualifie les industries industrialisantes. Quand vous amenez ces choses-là, à partir de là, on va maintenant assister à la production agricole, la vraie production agricole, pas de subsistance. Et cette production va nous amener à l'industrialisation, qui n'existe pas encore. Si elle existe, elle est au stade embryonnaire ou elle est marginale par rapport à notre économie. Et ainsi, quand on a fait ça, on arrive au secteur tertiaire pour l'échange et le commerce. Le Congo-Kinshasa s'est doté d'un plan directeur d'industrialisation de près de 58 milliards de dollars américains, visant entre autres à réduire sa dépendance économique, surtout en ce qui concerne le bien de consommation. Comme annoncé dans le sommaire de ces journaux, la société minière suisse Glencore a rendu public un rapport sur l'année fiscale 2021. Plus d'1 milliard de dollars américains ont été injectés en République démocratique du Congo, dont 856 millions de dollars américains au titre d'impôts, taxes et redevances. Ce major minier a également dépensé plus de 4 millions de dollars américains en termes d'investissements socio-communautaires. Suivez Patrick Lunga pour plus de détails. Le géant minier Glencore peut se targuer à juste titre de contribuer au développement de la RDC. Cette société, établie au Congo depuis 2008, a rendu public son rapport de l'année fiscale 2021, au cours de laquelle un peu plus d'1 milliard de dollars américains ont été injectés au pays. D'abord, le rapport précise que 856 millions de dollars américains ont été payés au trésor public à titre d'impôts, taxes et redevances. Glencore a également dépensé 293 millions de dollars américains en termes d'investissement et 4,3 millions de dollars pour les investissements socio-communautaires. Dans son rapport, la firme indique qu'elle compte dans ses rangs 14 800 employés et contractants. Une stratégie de développement qui est également à la base d'un rapprochement avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. Aussi, l'entreprise précise qu'elle a contribué à la réhabilitation des 2 turbines du barrage d'Inga avec un investissement à hauteur de 450 millions de dollars pour permettre la production de 450 MW. Le fleuron minier entend consacrer 13 millions de dollars américains à des initiatives de développement social dans la province minière de Lualaba pour les 5 prochaines années.
Comment faire participer la diaspora dans le développement de la République démocratique du Congo? Cette question a été au cœur de la journée de réflexion entre l'ambassade de Belgique et l'Organisation des Nations Unies, mais aussi les agences de transfert d'argent au Pullman à Kinshasa. Enoch Issei pour le reportage. Chaque année, plus de 700 milliards de dollars américains sont transférés dans le monde par les billets des agences de transfert et banques ayant pour expéditeur la diaspora. En République démocratique du Congo, les dépenses sont en moyenne de l'ordre de 10 milliards de dollars américains l'an. En plus, si l'on comptabilisait avec ces divers canaux informels de transferts qui existent, l'on atteindrait 2 à 3 fois ces montants. C'est ce qu'en révèle l'ambassade de Belgique et l'ONU grâce à une journée de réflexion autour de la contribution de la diaspora dans le développement de la RDC. Plusieurs patrons des différentes agences des transferts ont pris part à cette manifestation et ont suggéré à l'État congolais de les soutenir dans le combat des migrations vers le numérique afin de diminuer les coûts des transferts d'argent pour que les pourcentages récoltés servent de l'investissement dans plusieurs domaines tels que l'infrastructure, l'éducation et autres. Par ailleurs, ils ont appelé à la conscience de tout un chacun, surtout à ceux qui exercent ces services dans l'informel, à venir les rejoindre pour un développement durable. Signalons que selon les protagonistes, l'une des raisons qui bloque l'avancée serait les mauvais climats des affaires liés à l'écosystème du cadre réglementaire et légal, mais aussi l'administration. Bonne nouvelle pour le commerçant et angolais exerçant au centre d'affaires frontalier de Lufu. Les deux pays ont décidé finalement de la réouverture de ces postes frontières le 5 juillet dernier, ce qui signifie que les activités commerciales ont repris. Pour l'économiste Floribert Mungaba, cette décision ne pourra être avantageuse que si le gouvernement congolais mettait du sérieux dans les stratégies de contrôle pour plus de mobilisation de recettes. Suivez le récit de Voldi Kengi. Cette réouverture du poste frontalier de Lufu dans le territoire de Songololo intervient 2 ans après sa fermeture à la suite de la pandémie de Covid-19, paralysant aussi toutes les activités du marché transfrontalier de Lufu entre la République démocratique du Congo et de la République de l'Angola. À cette décision, Flori Mungaba, expert en économie, parle d'une décision qui serait avantageuse pour l'économie de deux pays. En fait, par rapport à l'ouverture ou rouverture en fait du site frontalier en fait de Lufu, je crois que l'ouverture de cette frontière serait bénéfique à mon avis pour notre pays, mais évidemment pour l'Angola. Je crois que s'il y a eu fermeture à l'époque, c'était par rapport à certaines situations mafieuses qui se passaient et qui ne favorisaient pas en fait de mobiliser correctement les recettes de notre les recettes en fait douanières évidemment, ou la DGM et les autres de notre pays. C'est question juste de pouvoir mettre un peu plus des stratégies en matière de mobilisation des recettes dans ce coin ou bien dans cette frontière pour mobiliser un peu plus de recettes. Si les stratégies mises en place pouvaient permettre en fait de bénéficier ou bien d'augmenter en fait les recettes au niveau de cette frontière, je crois que ça sera quand même bénéfique avec la hausse déjà des recettes que nous enregistrons du côté de la DGI, et la DGDA aussi pouvait emboîter les pas. Moi, je crois que ce n'est pas toujours mauvais, mais c'est question maintenant de la rigueur, de la discipline au niveau de la frontière pour que cette frontière puisse bénéficier à notre pays. Puisque vous savez que nous sommes presque une économie extravertie. Nous dépendons un peu plus de l'extérieur et plusieurs Congolais préfèrent justement importer, que leurs importations passent par l'Angola, et à partir de l'Angola, ils peuvent faire entrer ça par la frontière de Lufu pour entrer chez nous. Mais il faudra évidemment que la loi soit appliquée pour que cette frontière puisse rentabiliser en fait l'assiette fiscale, surtout du côté douanier, de sorte que la mobilisation efficiente et efficace des recettes soit effective. Pour ce qui est de l'impact, cet expert avance que ce serait positif, mais surtout ne pourra être efficient et efficace que si et seulement si le gouvernement met en place un meilleur système de contrôle. Je crois que peut être positif, mais pourvu que l'on mette en place un système de contrôle efficace,
mais également une certaine discipline au niveau de la frontière pour éviter tout ce qui est corruption, le bradage, et ainsi de suite. Donc je crois que c'est possible qu'on arrive à une situation qui peut favoriser une mobilisation de recettes au niveau de cette frontière. Retenons que cette réouverture intervient à la grande satisfaction de population. Outre le poste frontière de Loufou, toutes les autres frontières sont ouvertes. Place à présent à la page internationale. Afin de remédier au faible taux de bancarisation qui touche à de degrés différents les populations et les entreprises le plus vulnérables, le Malawi a finalement décidé de faire de l'inclusion financière une priorité. Cette décision s'est concrétisée notamment par le partenariat global pour l'inclusion financière et la promotion de stratégies nationales ou régionales d'inclusion financière. Suivez nos confrères d'Africa 24. Malgré des avancées importantes, l'inclusion financière apparaît la plus faible en Afrique et en particulier en zone subsaharienne, tant en termes de bancarisation, d'intensité d'utilisation des comptes bancaires que d'accès au crédit. Pour favoriser le taux de bancarisation au Malawi, plusieurs partenaires comme le Fonds africain de développement ont approuvé des financements en faveur du Malawi pour entreprendre des mises à niveau des infrastructures et créer un système de paiement numérique plus efficace et transparent. La transformation digitale n'est pas que une question d'infrastructure numérique. Donc, le gros problème, la grande question se trouve justement au niveau des changements des habitudes de vie, quoi. Donc, si malgré les financements de la FAD et que si les bénéficiaires de l'inclusion financière n'ont pas une certaine acculturation avec l'outil digital, ça va être compliqué, quoi. Donc, je crois que dehors de l'infrastructure, il y a ce grand travail de conduite de changement ou de transformation, de sensibilisation qu'il faut faire et ramener même les outils au niveau de la population. À titre d'exemple, les 14,2 millions de dollars investis par le Fonds africain de développement en décembre dernier ont permis au gouvernement malawite de faciliter l'accès aux services financiers innovants et de renforcer l'éducation financière et la protection des consommateurs. C'est un travail de longue haleine. C'est vrai que l'utilisation de l'outil digital n'est pas dans les habitudes de nos populations et donc il faut aller progressivement par des silos d'information, de changement et progressivement à travers des modèles, des échantillons transformés. Je crois que la question va rentrer dans les habitudes de la population et que le Malawi puisse bénéficier justement des inclusions financières. Le Malawi a connu une véritable transformation numérique avec à la clé un succès accru aux services financiers. D'après la Banque africaine de développement, le taux d'inclusion financière du Malawi devrait passer de 58% en 2019 à environ 65% en 2025. La contribution du secteur de TIC au PIB devrait également passer de 5,7% à 7% au cours de la même période. Au Sierra Leone, le président Julius Maada Bio a lancé le week-end dernier à Freetown, capitale de ce pays, une nouvelle pièce de monnaie et billets de banque qui perdent 3 € par rapport aux anciens. C'est en vue de rétablir la confiance dans un contexte d'importante inflation. Suivez nos confrères d'Africa News. Heureux de faire partie de cet événement historique dans ce pays qui est la Sierra Leone. Heureux de recevoir cet argent à la date de son lancement, le 1er juillet 2022. Le président Julius Maada Bio, qui a lancé l'opération au siège de la Banque centrale, a assuré que la valeur des anciens billets. Comme l'a dit la Banque de Sierra Leone, il s'agit d'une nouvelle monnaie de même valeur. Les Sierra-Léonais pourront utiliser l'ancienne et la nouvelle monnaie pendant une période de transition allant jusqu'au 30 septembre. À partir du 1er octobre 2023, seul le nouveau Lyon aura une existence légale. Et quittons l'Afrique pour l'Asie. En tant que centre financier international, la ville d'Hong Kong est surtout marquée par son statut de plateforme, son statut de première plateforme offshore de RMB au monde. Suivons de plus près cet avantage unique de Hong Kong. C'est avec nos confrères de CGNT. Les perspectives de croissance économique à long terme de la Chine propulsent une demande mondiale croissante pour la monnaie du pays, le renminbi.
En tant que leader mondial incontesté du RMB offshore, Hong Kong est prêt à jouer un rôle indispensable pour répondre à la demande internationale croissante de la monnaie chinoise. En termes de renminbi, Hong Kong occupe la position la plus naturelle pour jouer ce rôle, que ce soit par l'approfondissement de nos différents types de produits qui sont disponibles ou par ces divers services qui peuvent être fournis. Hong Kong possède la réserve de RMB la plus importante et la plus profonde au monde, à côté de la partie continentale de la Chine. Au mois de juin de cette année, les dépôts en RMB à Hong Kong ont dépassé les 800 milliards, formant le socle du soutien de la liquidité pour les transactions offshore dans la monnaie chinoise. La ville abrite également le plus grand marché de dérivés de taux d'intérêt en RMB au monde. Le 14e plan quinquennal de la Chine offre un positionnement clair pour l'avenir de Hong Kong. L'un des objectifs n'est pas seulement de consolider, mais aussi de renforcer et d'améliorer le statut de Hong Kong en tant que première plateforme offshore de RMB au monde. La Chine est la plus grande nation commerciale du monde. Cela signifie que les entreprises du monde entier utilisent de plus en plus la monnaie chinoise pour régler leurs transactions. Selon SWIFT, plus de 70% des paiements en RMB dans le monde sont réglés par Hong Kong. Sur le plan des investissements, 60% des investissements directs étrangers vers la partie continentale de la Chine transitent par Hong Kong. Vice-versa, environ 60% des investissements à l'étranger des entreprises de la partie continentale de la Chine transitent par Hong Kong. Avec l'inclusion continue des actions et des obligations chinoises dans les principaux indices mondiaux, le RMB étant une monnaie stable et de plus en plus utilisée comme monnaie de réserve mondiale, plus une corrélation relative plus faible des actifs en RMB avec d'autres classes d'actifs mondiaux, les investisseurs se diversifient de plus en plus dans les produits financiers libellés en RMB. Avec une telle portée et une telle capacité unique dans le traitement des transactions en RMB, Hong Kong est à l'avant-garde du développement d'actifs innovants en RMB. Alors que les réformes du marché des capitaux continuent de progresser régulièrement et progressivement sur le continent chinois, Hong Kong agit comme un test et un terrain d'essai parfait pour la poursuite de l'internationalisation et de l'innovation de la monnaie chinoise, le renminbi. Nous sommes arrivés à la fin de ces journaux de l'économie. Place à présent au rappel du titre. Plus d'1 milliard de dollars américains ont été injectés en République démocratique du Congo, dont 856 millions de dollars américains au titre d'impôts, taxes et redevances. Voilà ce qu'indique le dernier rapport de l'année fiscale 2021 publié par la société minière Glencore RDC. Et au Malawi, le gouvernement a résolu de faire de l'inclusion financière sa priorité. Et c'est pour remédier au faible taux de bancarisation dans le pays. Mesdames et messieurs, voilà, c'est ainsi que s'achève ces journaux de l'économie. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur le programme de Géopolis TV. L'information continue sur www.geopolismagazine.net.